Bienvenue à tous. Comme chaque jour, évidemment, on a des choses à vous dire et on ne se gêne pas. Vous savez que l'objectif de l'émission, évidemment, c'est de prouver que l'on peut parler de tout à partir du moment où chroniqueur et invité restent corrects. Quoique, de temps en temps, ça dépasse un petit peu et on aime ça. On a des choses à vous dire, c'est parti. Sympa l'émission aujourd'hui, de la qualité des invités, des chroniqueurs aussi. On va commencer par Keltoum Bessadok, puisque ce sont, a priori, vos invités, Keltoum. Bonsoir. Bonsoir. Je dois les présenter là tout de suite. Allez, on va commencer par Sylvain, peut-être. Oui, Sylvain originaire de Brunois. Alors, Sylvain, on vient de me dire à l'instant qu'il ne faut pas dire barman jongleur, donc sinon, je vais dire... fessé. Peut-être pas, j'ai passé l'âge. Sinon, Flair bartender, donc voilà, qui est champion de France en 2009. Champion de France, c'est ça, Sylvain? Exactement. Et à ses côtés, il y a Jamel Nahi, donc barman à la Bar Academy. On va en parler dans quelques instants. Je me trompe pas? Non, tout à fait. Tout va bien. Et Raphaël Arcé. Bonjour, oui, Arcé. Voilà, barman aussi à la Bar Academy et 4 fois champion de France, c'est ça? Oui, c'est ça. Et d'origine argentine. Argentin. Voilà, d'origine argentine. Merci Keltoum. Je vais pas présenter les chroniqueurs à mes côtés. Tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va commencer. J'ai envie de commencer par Martine. Bonjour Martine, que la France entière attend, parce qu'aujourd'hui c'est l'artisanat. Entière. Aujourd'hui, chronique artisanat. Oui, je vous propose un portrait d'un luthier. Portrait d'un luthier, un luthier d'Avrainville, musique. Je ne sais pas s'il y a toujours de l'emploi chez les luthiers, oui. C'est quoi? S'il y a toujours de l'emploi, c'est par compagnonnage, je veux dire, on doit avoir des apprentis. Apparemment, celui que j'ai rencontré a beaucoup de travail. Il est connu dans son domaine. Pourtant, c'est un jeune luthier. Voilà. Et effectivement, il a fait des études. Lui, il a fait des études en Angleterre pour exercer aujourd'hui son métier. Ça fait très peu de temps qu'il est installé, qu'il a son atelier à Avrainville. Et il s'est installé en 2007. On voit ça tout à l'heure, Martine, mais j'ai essayé de faire une passerelle à Fabienne avec l'emploi. Oui, est-ce qu'il prend des jeunes? Est-ce qu'il ose l'apprentissage? Mais ça devient une émission sexy, là. Est-ce qu'il prend des jeunes? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'il ose l'apprentissage, ce brave monsieur? Parce que là, en ce moment, peut-être que dans certaines professions, c'est plus difficile que d'autres. Peut-être, oui. Mais si on veut effectivement qu'il y ait une suite au métier de luthier, il faut absolument former les jeunes. Et moi, Patrice, je vous parlerai des assises de la réussite, parce que c'est quand même c'est extrêmement important. Dites-moi tout, vous avez rencontré plein de jeunes. J'ai rencontré plein de jeunes, j'ai rencontré plein d'entreprises qui veulent embaucher. Ça, c'est bien. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Allez, le flair bartending. Autrement dit, mais m'en veuillez pas, la jonglerie de bar, c'est en français, en français. Keltoum, qui est passée maîtresse en la matière. Bien sûr. Faut quand même expliquer que... Non, mais justement, je vais peut-être laisser Sylvain expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste. Alors, en fait, on s'est vu à une soirée, là, je travaillais pour une marque d'alcool. En général, on anime le bar, on va dire. Nous, ce qu'on fait, on fait un peu de spectacle en jonglant avec les bouteilles, comme vous l'avez dit. C'est plus que du spectacle, c'est du sport, presque. Ouais, c'est du sport, en fait. Du cocktail. Ouais. Alors, moi, je voudrais savoir si c'est ce film-là qui vous a donné envie de faire ce métier. Non, ce n'est pas le cocktail avec On va regarder des images, peut-être. Est-ce que c'était Cocktail avec Tom Cruise alias Brian Flanagan en 89, un film de Roger Donaldson qui vous a donné envie d'exercer ce métier, qui était une passion. Voilà, Raphaël. En fait, ça a influencé plein de barman. Ça, c'est une histoire vraie. C'est à l'époque où le flair a commencé. Il est de 85 à peu près, le film. Le film est sorti en France en 89. 89, ok. Voilà. C'était le début du flair. C'est des vrais bars et tout. Moi, j'avais commencé avant, mais on l'a tous vu, quoi. Alors, vous avez quand même un point en commun avec le personnage de Tom Cruise dans ce film, c'est que lui, quand il commence à être barman, il poursuit ses études. Alors, c'est ce que vous faisiez, des études en physique-chimie. Attention, ça rigole pas. C'était la journée et le soir, vous travaillez comme barman pour arrondir plus ou moins vos fins de mois. Alors, comment vous avez découvert cette discipline? C'était en Angleterre, je crois. J'ai commencé à Nottingham, en Angleterre. Donc, je suis parti à 20 ans pour étudier à la base. Et là-bas, ça marche beaucoup mieux qu'en France. Nottingham, c'est pas, il y avait Robin des Bois? Nottingham, ouais, c'est Sherwood, c'est ça.
Et donc j'ai vu un barman manipuler un peu comme ça. J'avais jamais vu ça en France, quoi. Bon, je suis tombé dedans tout de suite. Et alors, qu'est-ce qui a fait basculer dans la balance le fait d'arrêter? Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas concilier les deux, études et plus ou moins, enfin, et votre passion. Ouais, c'était la passion, quoi. C'est juste, ça a duré 2 ans à peu près où j'ai fait les deux en parallèle. Au bout d'un moment, je voulais m'investir à fond dans le bar, quoi. Alors, vous êtes champion de France 2009. Comment on arrive... détrôné, c'est ça? Ouais, je remets mon titre en jeu en novembre. Là. Voilà, comment on arrive à ce stade? Bah, c'est comme tous les sports, en fait. Quand vous avez débuté, vous connaissez strictement rien à cette discipline. Non, j'aimais bien le jonglage à la base. Ouais, j'aimais bien jongler avec des balles, les trucs qu'on connaît, quoi, plus conventionnels. Mais pas forcément boire. Non, pas en fait pas. Parce qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu pour faire des cocktails en même temps. Alors c'est 2 disciplines en fait au niveau du bar. Il y a la mixologie où là on crée des cocktails, ça ressemble plus à de la cuisine tout simplement. Il faut connaître les ingrédients, tout ça. Et nous ce qu'on fait c'est du chaud, c'est du flair, c'est 2 disciplines à part. On n'est plus forcément jugé sur le cocktail. D'accord. C'est plus vraiment le spectacle. Donc comment on arrive à ce niveau, c'est juste en s'entraînant. Oui, mais quelqu'un vous demandait, donc alors vous laissez tomber carrément les études. Bon, parce que c'est chiant. Ça vous séduit. Il y a des nanas, bien rémunérées. Il y a des nanas, c'est rémunéré. Voyage. Ouais, ça changeait un petit peu en fait. C'est vrai quand même. Je préférais le bar tout simplement et en fait c'était tellement une passion, je pouvais pas mélanger les deux pour faire ce que je voulais faire, quoi. J'ai tout de suite eu en tête la compétition. Justement, il faut avoir des facilités. Vous avez fait un peu de sport avant, quelque chose. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Oui, je fais du cerf-volant, du fly. Du cerf-volant? Non. Non, j'aimais bien le sport en général. Après, il y a plusieurs approches du flair. Il y en a qui vont beaucoup plus jouer sur le show. Juste de la souplesse, c'est pas forcément très physique, quoi, ça dépend. Bon, après, moi je transpire quand même, c'est du cardio et tout, mais il faut pas une condition irréprochable, quoi. Justement, est-ce qu'on se prépare comme un sportif et est-ce que ça arrive, les petits pépins, les accidents? Est-ce que vous êtes blessé? Alors en fait, là, justement, on va faire un petit tour de table. J'ai une sorte de tendinite. Ouais, il y a plein d'accidents possibles, hein. Là, c'est la première fois, moi, vraiment, ça fait 10 jours que j'ai une petite tendinite. Après, il y a Rafa qui a eu pas mal de trucs. J'ai une tendinite à la hanche et tout, donc moi j'ai dû arrêter le métier. Il reste 2 ans à vivre en fait. Non, mais c'est parce que vous recevez un truc sur la tête ou c'est la répétition? C'est la répétition, ouais, c'est les mauvais efforts. Et en fait, on n'est quand même pas encadré comme des sportifs, qu'on leur kiné, leur masseur. Nous, on fait parfois un peu n'importe quoi. Vous m'avez vu, pour Bacardi, on fait 10 shows dans la soirée, on se refroidit, on repart. Ah ouais. On repart tout de suite, voilà, on fait moins attention peut-être. Et on pense que c'est comme tous les sports en fait, hein. À partir du moment où vous pratiquez 4 à 5-6 heures par jour, il y a un minimum d'échauffement à avoir avant l'entraînement, il y a un minimum d'optique, ça se travaille sur le long terme en fait. Les routines qu'on fait, les passages qu'on fait, c'est sur le long terme en fait. Mais justement, on n'arrive pas comme ça champion de France, hein. Il faut vraiment. Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que voilà, un sportif, ils ont des coachs, ils ont des séances d'entraînement. Comment ça se passe pour vous? Il n'y a pas de masseur. Hein. Il y a peut-être une sœur, mais il n'y a pas de masseur. Non, nous on est en contact avec des masseurs, c'est-à-dire que notre manager en fait, il nous donne le numéro du masseur et après c'est à nous d'appeler le masseur pour aller le voir si jamais on a des problèmes. Mais c'est sûr que le masseur, il n'est pas là derrière nous toutes les 2 minutes. Mais il n'y a pas de séance de préparation, de footing, de ceci, pour se mettre vraiment en condition. C'est pas encore assez professionnalisé peut-être pour qu'on en arrive là. Après, on devrait le faire, je pense. En fait, si on veut gagner, il y en a dans les pays de l'Est, en ce moment, ils sont très forts, ils s'entraînent, ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Voilà, pour eux, c'est. Il y a de l'argent à gagner maintenant. C'est bien que vous parliez de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles, si je peux dire. Il y a ceux qui s'y adonnent, comme dans les pays de l'Est, et qui vont vouloir gagner beaucoup de pognon, d'accord. Et il y a vous, en vous écoutant, on a l'impression que vous bossez, parce que c'est là, mais qu'en même temps, vous vous amusez. Ah bah ouais, à la base, c'est ça que c'est bien, non? S'amuser. Bien sûr, c'est bien, mais c'est pas. Mais on s'entraîne beaucoup aussi, hein. Moi, j'ai passé 8 ans à m'entraîner entre 8 heures et 10 heures par jour. Ça vous plaît, que c'est une passion, que c'est pas uniquement quelque chose pour gagner de l'argent. Il y a tout. Vous parliez de filles tout à l'heure. Il y a une ambiance, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une ambiance extraordinaire. Bah, on est payé pour faire ce qu'on aime.
c'est bien. C'est pas dur. C'est pas dur à faire, en fait. On a toujours dit, on n'a jamais eu l'impression de travailler vraiment, nous, en fait. Bon, il y a des contraintes. Qu'ils font un métier sur lequel ils le disent. C'est dur, j'ai une tendinite, je remets mon titre en jeu, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu, enfin, je veux dire, traditionnellement. Je sais pas, moi, dans les métiers, votre métier. Si je dois dire à un jeune, au jour d'aujourd'hui, qui aimerait faire votre métier, je ne peux pas lui dire quelles sont les études que vous voulez faire. La seule chose que je peux lui dire, et moi, pour moi, c'est l'essentiel, c'est qu'effectivement, il le fait parce que vraiment, il a envie de le faire. Voilà. Et du coup, ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire des jeunes pétillants. Oui, c'est vrai, mais cela dit, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une école quand même. Oui, on va en parler tout à l'heure. Alors, juste avant. En parlant d'emploi, je crois, c'est Rafa qui a fait un spot pour la NPE en disant, c'était quoi? Ton métier, ta passion, ça peut devenir ton métier. Voilà, il avait fait une pub. En espagnol, ça se dit comment ça? Tu passion peut devenir tu travail. Mais il l'a fait en France. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques jours, on a suivi avec Julien Dejaune Sylvain. On est allé à Paris donc pour le voir animé en show. Et je vous propose de regarder un petit extrait de la soirée de samedi. Voilà, c'est assez spectaculaire. C'est vrai qu'ils s'amusent en même temps. Oui. Oui, c'est un métier où ils s'amusent, c'est spectaculaire, c'est un art. Et puis c'est vrai qu'au début, ce qui était drôle, c'est que quand on est arrivé, il y avait des gens qui étaient en train de boire tranquillement. Et au fur et à mesure de l'animation, de l'intensité, et de voir Sylvain un peu, il était à l'intérieur et petit à petit, il est sorti. Et puis finalement, il y a plein de gens qui étaient là juste de passage et qui se sont arrêtés et qui ont regardé. Et voilà, je trouve ça extraordinaire. Vous voulez boire à l'œil? C'est possible, mais c'est vrai que j'avais jamais vu en dehors du film. C'est vrai qu'on parlait de cocktail, je connaissais pas, je ne savais pas que c'était un métier et c'est assez surprenant, c'est assez spectaculaire. On poursuivra notre petite conversation avec nos invités dans un instant. On va revenir un tout petit peu plus sérieux. Hein. J'ai pas dit que c'était pas sérieux ça. Hein. Avec pour ceux qui ne pourraient pas regarder le journal, les grandes lignes du JT. Alors dans le JT, on parle de l'ouverture du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, le point de vue de Francis Choix, vice-président PS du Conseil général. Rien à voir, mais les gens du voyage qui s'étaient installés à Bondoufle le dimanche soir avec 240 caravanes ont quitté les lieux pour se rendre à Vissou, sur des terrains dont les propriétaires vont porter plainte. Un coup de projecteur à Vers-le-Petit, 48 heures après le premier tour d'une municipale à l'issue de laquelle la gauche étant divisée, c'est Laurence Budelot, la tête de liste de l'opposition, qui en a profité et qui espère évidemment le même résultat pour dimanche prochain. Des parents d'élèves qui ne désarment pas pour revendiquer une nouvelle classe à Bruyères-le-Châtel. Il y a pas mal d'occupations ces dernières semaines depuis la rentrée scolaire en Essonne. Hier après-midi, à Bruyères-le-Châtel, ils se sont installés dehors en créant une classe avec tableau noir, pupitre, livre et même horloge. Au cas où ils n'obtiendraient pas satisfaction, eh bien, une occupation serait sérieusement envisagée. Et puis, les auditions depuis hier pour intégrer l'Académie des Arts Urbains de Courcouronnes. C'est le 21 octobre que les apprentis artistes effectueront leur véritable rentrée. Voilà. Petit commentaire sur l'actualité. D'abord, est-ce que ça vous intéresse l'actualité en général? Moi, ça m'intéresse beaucoup. En général, c'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? Je trouve que le point de vue des médias, c'est subjectif quand même. Hein. Ce qu'on voit à la télé, c'est à peu près partout pareil. J'ai l'impression qu'il y a nous, on a vraiment un métier, on est vachement libre sur la totalité des choses et c'est marrant, voilà.
c'est comique. Mais quand vous dites que vous dites qu'il y a des points communs, tous les médias on dit la même chose tous. J'ai l'impression que les journalistes travaillent tous pour le même, quand vous travaillez pour, par exemple, un magazine, et ben vous travaillez pour le rédacteur en chef de ce magazine. On va vous dire, vous avez 4 phrases à mettre, et puis voilà quoi. Ce qu'on a l'impression, c'est qu'on voit la même chose partout. C'est les mêmes sujets qui sont traités tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'actualité. Il n'y a qu'une façon. Je pense que par exemple, dans une action, il y a plusieurs points de vue en fait. C'est vrai. Et que même si on est tous les deux journalistes et qu'on va voir tous les deux la même chose, on n'aura pas tous les deux les mêmes écrits au final. Et que regardez là par exemple. Qu'on peut pas comme ça standardiser en fait une information et la diffuser comme ça à tout va. On fait pas pareil nous si vous voulez. Regardez par exemple, là, il y a eu une occupation donc de parents d'élèves hier qui ont recréé une classe à l'extérieur d'une école. On aurait pu y aller hier. Comment ? Non, on aurait pu y aller hier. Non, mais je pense que ce que veut dire Jamel, c'est que souvent c'est les mêmes sujets qui sont traités au détriment peut-être d'autres choses qui se passent dans le monde entier. Mais on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, bien entendu. Ben voilà. Bien entendu. Et bien sûr. Après, je vous donne le point de vue d'un citoyen. Non, vous avez raison. Journaliste. Non, mais vous avez raison. Mais j'estime qu'il y a moi, il y a certaines choses qui m'énervent. Trucs à répétition. Genre là, en fait, les bombes tout le temps là, par exemple dans la gare RER, on n'arrête pas de dire qu'il y a des bombes de partout, mais ça va jamais péter en fait. Et donc pendant ce temps-là, les gens ont peur, mais faut toucher du bois, la dernière fois qu'une section de déminage a déminé quelque chose et tombé en face d'une bombe, ça remonte à 15-20 ans quoi. Mais entre temps, on a entendu pendant 15-20 ans. Il y a des bons par-ci, il y a des bons par-là. Je m'excuse, je vais prendre la défense de ma profession, mais c'est idiot, hein, je veux dire. Mais il y a quelques jours, il y a eu une alerte, effectivement, vous savez. Et avant, il y en a eu d'autres. Non, en Essonne, bon, il y a quand même un abruti qui a mis une bouteille effectivement inoffensive, mais avec des fils électriques, pour faire croire que enrobé de coton, je sais plus quoi. Non, je vais vous poser une question, mon cher animateur. D'après vous, ce garçon, de quelle origine était-il? S'il avait une religion, laquelle serait-elle? Mais j'en sais rien. N'en sais rien. Attendez, est-ce qu'on l'a pas pris? On l'a pas pris, le type qui a fait ça, je veux dire. Je trouve qu'on a des renseignements généraux qui sont très efficaces. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas retrouvé ce garçon. Mais vous savez, blanc, rouge, vert, jaune, de n'importe quel. Mais franchement, musulmans, juifs, catholiques, protestants, il y a des abrutis partout. Et il y a des gens bien partout, heureusement. Moi, je ne regarde pas la télé. Après, il y a toutes ces affaires H5N1, par exemple. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il fout du mercure dans le vaccin. Hein. On se dit, mais pourquoi vous avez Bachelot qui essaye de vendre son truc un peu partout personne n'achète. Mais tout ça, à un moment donné, on voit entre les lignes. On est un petit peu méchant. Après, c'est mon point de vue personnel. À ce niveau-là, souvenez-vous. Je suis un anarchiste. Non, mais souvenez-vous, à l'origine, cette pauvre ministre, tout le monde lui est tombé dessus en disant, c'est la catastrophe. Il y a quand même un investissement derrière. Oui, non, il faut qu'elle les revende. Je veux dire, c'est la dure loi du commerce. Si tout le monde était tombé malade et qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait pour avoir les vaccins, alors là, elle était fusillée. Comment? Bon, elle a commandé des vaccins en énorme quantité parce que dans le monde entier, on disait que ça allait atteindre la France. Et finalement, non, tant mieux. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir justement par rapport à ces vaccins commandés qui sont dans un certain nombre de lieux, ou les masques, etc., ce qu'on pourrait en faire, ou le gel, etc. À qui on pourrait effectivement le donner en termes de... À qui profite le crime, madame? Voilà, c'est mon point de vue à moi. Répondez. Moi, j'estime que, pour moi, mon point de vue, si ça peut faire avancer les choses et tout, c'est qu'on crée une maladie, on crée le vaccin, on crée le remède, tout ça pour... Ouais, on crée tout simplement... On crée une maladie, on crée la demande et voilà. C'est le commerce. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui sont réunis autour d'une table en disant comment on va gagner du pognon aujourd'hui? On va faire semblant de lancer un virus. Est-ce que les guerres pour vous c'est du commerce ou pas globalement? Est-ce que sans guerre notre système tournerait? Mais une vie sans guerre. Une vie sans guerre ne peut pas exister. Tu coupes Michel, hein? Tu coupes. Non. Après sur les jonglages, chasseurs de feu, dresseurs de fou. Allez Martine. Il y en a beaucoup qui pensent comme lui. Exactement. Regardez l'audimat de Dieudonné sur scène. On le condamne alors que c'est le baromètre de la liberté d'expression. C'est un commun. Dieudonné est le baromètre de la liberté. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Le baromètre de l'humour, monsieur. C'est son métier. Le baromètre de l'humour. C'est un baromètre de l'humour. Excusez-moi de préférer Laurent Gérard. Excusez-moi de préférer Laurent Gérard, Foresti, Coluche. Citez-moi le nom du dernier spectacle de Laurent Gérard, monsieur. Et c'est dans quelques jours. Ça s'appelle comment? Le titre du spectacle. Allons jumeaux. Le titre de son spectacle, c'est quoi?
Mais il l'a pas encore fait, il répète à non, mais partir le titre du spectacle que vous allez voir et que vous aimez Laurent Gérard. Bah moi je le connais pas, c'est pourri Laurent Gérard. Donc non, mais bon. Par contre je connais les spectacles des artistes que j'aime quoi. Non, mais je trouve que c'est partout pareil, dans le comique, que ça soit dans le business, que ça soit partout, c'est pareil, tout est centralisé, tout est voilà, on démêle. Je suis pas d'accord parce que vous avez quand même, vous dites vous-même, il y a une différence. Dieudonné, il a eu par exemple 25, il a été jugé 25 fois. Et même les juges, la justice lui dit qu'il n'est pas antisémite. Vous avez quand même les médias qui vont diffuser cette information comme quoi il a dit quelque chose. C'est comme, voilà quoi, enfin je sais pas moi. C'est comme le président Ahmadinejad, l'Iran. En ce moment c'est l'Iran, c'est ça qui naît, c'est au secours en Iran, il se passe un truc de fou et tout ça. On dit qu'il a dit qu'il allait rayer Israël de la carte, or qu'il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Et les médias ont prouvé qu'il n'a jamais dit ça. Non, c'est vrai. Ils avaient quand même des médias qui ont fait cette information un peu partout. Bon, là, on s'éloigne. Moi, ça me choque de voir des choses pareilles. On s'est centralisé. À un moment donné, ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement moyen est gobe, Attendez, permettez-moi de vous dire que vous gobez ce que vous voulez, vous. Le fait de rayer un pays de la carte, quel qu'il soit, ça a été dit, redit devant des caméras. Par des Iraniens, par d'autres personnes. Les Iraniens. Je ne sais plus à l'époque, c'était avant lui, mais je crois. Mais pourquoi on dit que lui a dit ça alors qu'il n'a pas dit? Peut-être son parti. Moi je n'étais pas là. On a dit Ahmadinejad a dit ça. Je fais confiance à certains confrères qui peuvent dire ça. Je te l'ai dit. Les spectateurs qui nous regardent que tout va bien. Sur les informations locales et qu'on a séparé sur l'international. On rigole alors. Je donne juste le point de vue et je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent comme moi. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont sceptiques sur pas mal de choses, y compris sur le 11 septembre. On a Jean-Marie Bigard la dernière fois. Attendez, monsieur, c'est quand même une actualité qui est importante. L'actualité aujourd'hui, c'est du flair. C'est du flair, autrement dit, la jonglerie de bar. On va pas remettre ça sur le 11 septembre. Si vous voulez pas croire, si vous voulez pas croire qu'il y a eu des gens méchants qui ont fait quelque chose et que des tours s'est écroulé, c'est votre problème. À ce moment-là, il fallait jongler avec Dieudonné. Oui, je jongle avec lui justement. Bravo. Au théâtre de la Main d'Or. Bravo. Et on ira vous filmer comme ça. On est ravis de savoir qu'il y a au moins une personne qui le regarde. Surtout qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont pas en fait totalement, comment dire, archétypés quoi en fait. Heureusement. Mais vous êtes français et heureusement. Vous énervez. Vous êtes français. Tout le monde en France a des opinions qui divergent. Et ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'on peut les exprimer. Oui, mais vous êtes en train de porter un jugement sur si. Je porte pas un jugement, mais vous avez cité un pays tout à l'heure. Je pense pas qu'on avait pu avoir une émission de télévision comme ça. L'Iran? Oui. L'Iran, excusez-moi, l'Iran est plus riche que la France. Le PIB de l'Iran est surélevé. Donc je pense que. Bah oui. Non, mais c'est sûr, monsieur. Mais peut-être pas sur tous les niveaux. On va écouter des jeunes. Une jeune qui s'appelle Naïlat. Vous savez qu'on a une actualité tous les jours. Ça s'appelle Actu Jeune. On demande à des collégiens qui ont donc entre 12 et 14 ans de commander un fait quelconque. Alors ça peut être un fait social, ça peut être un fait politique. Bon. Et aujourd'hui, Naïla, je crois qu'elle nous donne ses sentiments à propos d'un élève qui a été agressé par d'autres. Je vais vous parler d'un adolescent de 17 ans qui s'est fait agresser à Paris, dans le 13e arrondissement. Alors ça s'est passé comment? Raconte-moi un petit peu. C'est un adolescent qui sortait de son lycée et il s'est fait agresser par des jeunes, un groupe de jeunes. Juste parce qu'il avait dans son sac à dos une étiquette de 14e et comme les 14e n'aimaient pas les 13e arrondissements, donc ils se sont battus. Il a reçu des coups de pied, des coups de poing et il y a un des jeunes qui était dans le groupe des gangs qui lui donnait des coups de pied sur la tête. Comment ça s'est fini cette histoire? La police est intervenue, ils ont été arrêtés? Non, ils n'ont pas eu le temps. Et le jeune homme, le jeune de 17 ans, il est parti à l'hôpital. Son état est grave. Tu penses quoi de cette agression, de cette rivalité entre arrondissements? Je trouve que c'est nul. Je trouve que ça sert à rien ce qu'ils ont fait. Même s'ils s'entendaient pas, ils auraient pu laisser. En plus, le jeune homme, il avait rien fait juste parce qu'il venait du 14e. Je trouve que c'est pas bien. Est-ce qu'au niveau de ta ville, est-ce qu'au niveau de Vigneux, tu peux me citer aussi des affaires comme ça? Des quartiers qui s'entendent pas, ça existe ici? Oui. Il y a Loli, Mangeron et Bergerie. Pourquoi il y a ces problèmes-là, à ton avis? Parce qu'ils s'entendent pas bien, ils s'aiment pas entre eux.
peux le comprendre? Bah non, non, franchement, ça sert à rien de se battre. Hein. La violence n'a jamais rien résolu. C'est une phrase de fond. Vous avez parfaitement raison, jamais la violence ne résout absolument rien. On envoie la bombe nucléaire quand il faut et... Mais Hiroshima, on n'était pas obligés. Mais vous avez remonté quoi, à la Saint-Barthélemy aussi? Récemment l'Irak, la Palestine. Vous en voulez d'autres? On en veut d'autres? Mais adieu monde cruel, là. Il faut vous suicider, là. Je veux dire, c'est pas possible. Ah bah c'est sûr, hein, quelque part, heureusement qu'il reste le flair quand même. Mais heureusement, vous avez trouvé une passion. Ou pendant 5 minutes, faites pas les plombs et tout. C'est une manière de se défouler pour lui, son métier. Voilà. Il doit avoir besoin de ça. Voilà, exactement. C'est ça. Parce que c'est du sport, c'est extrêmement... J'ai joué de l'harmonica juste avant, en fait. Et j'ai décidé de partir dans le clair. Je peux vous poser une question? Oui, madame. C'était quoi votre projet professionnel avant de faire ce que vous faites? Freestyle. J'ai fait de la télé avant, je travaillais 1 an et demi sur une chaîne que je vous dirai pas parce que vous allez me retrouver et tout. Pendant 1 an et demi, en fait, j'ai fait une émission qui passait tous les jours à la télé. J'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours de one-man show. J'ai ouvert mon bar il y a 8 ans, là j'en ouvre un deuxième avec eux. Je donne des cours avec Bar Academy, voilà, je fais plein de choses et plein de vous êtes dans le spectacle. Ça me permet d'avoir une putain de liberté, ça, pardon pour le mot, une péripapéticienne. Voilà, et donc voilà quoi, j'ai vécu pas mal de choses. Vous avez besoin du public de toute façon. Comment? Vous avez besoin d'un métier avec du public en face de vous. Je suis très... Oui, parce que j'estime que l'humour, justement, c'est pour ça que ça revient à la conversation qu'on avait avant, je pense que c'est ce qui reste quoi après. Après ça, ben voilà quoi, c'est... Si on rigole pas, ben... C'est vrai, on peut pas rire de tout. Si on rit plus, voilà quoi. Pas rire de tout, hein, quand même. Mais aujourd'hui, c'est quand même dur de vivre en France, quand même. Ah voilà, non, faut pas dire ça. Non, vous êtes animateur et tout, mais moi je vois des gens tous les jours, c'est dur. Ah, mais il y a des gens, il y a des gens qui peinent terriblement. Mais 80%, monsieur. Non, pas 80%. Mais faut pas asséner des chiffres comme ça. Il n'y a pas 80% de gens qui souffrent. Allez, Martine. Alors, 13%. Alors ça, c'est un sondage de l'INSEE qui est sorti aujourd'hui. 13% de la population vivent avec moins de 950 € par mois. Voilà, 13%. Et je crois qu'il y a le 13% vit avec moins de 950 € par mois. C'est vrai, et il y a le salaire médian qui est de 1500 € et je crois qu'il y a 80% de personnes qui sont sous la barre des 1500 €. Bon, cela dit, non, c'est toujours la même chose. Il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des pas riches du tout, et il faut absolument que ceux qui sont complètement fauchés, ils puissent vivre normalement, d'une manière ou d'une autre, et la politique, elle est là pour essayer justement de rétablir des... Alors justement, un argument supplémentaire par rapport à ça, puisque c'est une émission où on s'exprime, n'est-ce pas? Et justement, selon ce fameux sondage de l'INSEE, les pauvres aujourd'hui sont toujours aussi pauvres, puisque c'est 13%. Ils sont plus pauvres, on vit moins bien que nos parents. Alors, c'est 13%, c'est le 13% qui effectivement vivent avec moins de 950 € par mois en 2009, et c'était toujours 13% en 2008, donc il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à ces statistiques-là. C'est pour ça qu'on choisit nous le filon de l'alcool. Sinon, dès que ça cartonne la population, on se fait de l'oseille. Non, il ne faut pas boire pour oublier. Enfin, un métier qui fonctionne, c'est celui de luthier quand on est vraiment un spécialiste. Oui, alors un luthier, Vincent Van Den Bruven, luthier à Avrainville, il s'est installé donc en 2007. Alors, on va regarder ce joli reportage. Nous voici chez le luthier Vincent Van Den Bruven. En 2004, après des études en Angleterre, il obtient son CAP de lutherie. S'ensuivent 2 ans de stage chez des professionnels et en 2007, Vincent Van Den Bruven s'installe à son compte dans un atelier à Avrainville. J'étais ébéniste auparavant. Je fais de la musique, surtout de la guitare depuis que je suis tout petit. Et donc la lutherie, c'était vraiment la combinaison de mes 2, on va dire, passions entre l'amour du bois et les instruments de musique. Moi, je fabrique, restaure, entretiens les instruments et je loue aussi des instruments. On m'amène des instruments à réparer, ça c'est vraiment la majeure partie de mon travail. Un violon qui est tombé par terre ou une guitare qui sonne mal parce qu'elle a besoin d'un réglage. Après, je fabrique aussi des instruments pour des particuliers qui ont cette demande. C'est un métier d'artisanat d'art au sens où tous les violons que vous pouvez voir par exemple ici, le plus jeune a peut-être 60 ans, donc c'est des objets d'art, c'est des pièces on va dire aussi de collection, en plus d'être des instruments de musique.
c'est vrai que quand on rend un service, quand on m'amène un instrument que je dois remettre en état, où il y a une grosse réparation, ou quelque chose qui tient vraiment à cœur au client, en général on ne m'amène pas un instrument s'il n'y a pas une attache sentimentale. C'est vrai que c'est vraiment agréable d'avoir en retour quelqu'un qui vous remercie, qui est vraiment content de ce que vous avez fait. C'est très très important et c'est vrai que c'est une reconnaissance gratifiante, quoi. C'est agréable. Non. Je disais non, on ne peut pas avoir ce métier comme ça lorsqu'on n'a rien dans les mains véritables. Il faut être un artiste, il faut avoir de l'or dans les mains pour faire un truc pareil. Oui, bien sûr, faut être manuel au départ. Mais ça dépasse aussi. Aimer la musique, faut être passionné, tout simplement. Effectivement, c'est un musicien aussi au départ. Il a commencé par la guitare. Donc, prochain sujet d'artisan, mardi prochain. Merci. Martine. Fabienne, alors l'emploi avec les assises. Alors les assises de la réussite, donc je reprends le 26 octobre sur le site de Polytechnique. Les entreprises, les jeunes, des quartiers, pas des quartiers, de toute nationalité, parce que moi j'aime cette diversité, vont pouvoir se réunir, rencontrer des chefs d'entreprise et puis peut-être trouver chaussures à leurs pieds, je dirais, et réussir à trouver du travail. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile pour trouver de l'emploi, ça c'est clair, c'est net, c'est dit. Mais d'un autre côté, je peux pas aller porter de l'emploi au bas des tours. Je crois qu'il faut aussi que ça soit, j'ai envie de dire, du donnant-donnant. Vous avez de la chance, je vous trouve merveilleux parce que vous avez réussi à choisir votre métier. Vous l'avez choisi. Ça n'a pas été facile. Mais c'est pas facile. Et vous avez effectivement été obligé de ramer. Vous avez été obligé de lever les bras. Effectivement, il y avait un projet professionnel mis de côté, et je réalise un autre projet qui est mes centres d'intérêt. Mais je persiste, Cécile, c'est que c'est pas comme ça, c'est qu'il y a du boulot et c'est pas facile. Donc les assises de la réussite. Alors Patrice, il n'y a plus beaucoup de place pour des entreprises qui viendraient embaucher. Vous savez, on a 90 stands pour des entreprises qui veulent embaucher. Il nous reste plus qu'une dizaine de stands à proposer. Donc surtout les entreprises du département, si vous voulez embaucher, allez sur le site www.assisesdelareussite.fr, inscrivez-vous, sans ça vous ne pourrez pas rentrer, en tout cas vous ne pourrez pas embaucher de jeunes. C'est un peu dommage. Deux petites offres d'emploi locales. Sur du CDI, parce que moi j'aime bien les contrats de travail à durée indéterminée, un chef de projet développement logiciel. Donc l'idée c'est un projet très 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 technique. Ce sont pour des ingénieurs, réalisation de projets, application de procédures, qualité, sécurité de systèmes d'information, France et de télécom. Contrat de travail à durée indéterminée, exiger une expérience de 4 à 6 ans avec un bac+5, français courant souhaité, anglais courant souhaité, homme-femme, statut de cadre souhaité, statut de cadre, un salaire indicatif à 70 000 € par an. Et puis 70 000 euros par an. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pas mal. Mais non, vous vous ennuyeriez dans une entreprise, c'est pas possible. Mais vous doutez bien que le parcours scolaire de la personne, tout le monde ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est qui est demandé comme parcours scolaire? Parcours scolaire, bac+5 ou équivalent informatique exigé. D'accord. Donc c'est et puis pour la NASA, celui-là à droite là. Employé commercial soit intérim, soit temps complet, pour s'occuper de qualifier, mettre à jour des fichiers d'entreprise et des émissions d'appel auprès d'entreprises et de travail sur des mailings. Bac et bac+, vendeur, faut être vendeur. Vous seriez tous les 3 très bons vendeurs, je suis sûre. Avoir un bon relationnel, une bonne élocution, être rigoureux, 1 500 € brut mensuel par 3 mois. 35 heures, pas tout à fait le même. Ça veut dire quoi par 3 mois? Pas pareil. Par 13 mois, pardon. Ah bon, Patrice, 3 mois, 13 mois. Oui. Voilà. Eh ben merci. Merci Fabienne, mais la première offre a été mieux quand même. Ah, c'est pas la même. Ne me comparez pas les offres. Bon, vous savez qu'une équipe de Téléson peut être susceptible de se balader devant chez vous. Vous ouvrez votre fenêtre, vous l'interpellez, vous dites ce que vous voulez. Il faut développer le sport, et mettre les jeunes au sport un peu plus et ouvrir avec des tarifs ou faire des subventions pour mettre les jeunes au sport. Parce que je pense qu'au lieu qu'ils soient dehors, parce que partout dans les quartiers ou que ce soit, ils sont tout le temps dehors, alors que s'ils seraient au sport, et je pense que le sport ça les intéresse, parce que moi je travaille avec les jeunes,
Et quand on fait des foot en salle ou des trucs comme ça, quand on essaye d'organiser des choses comme ça, donc développer, subventionner les services jeunesse, les maisons de quartier, ça marche parce que les jeunes qu'on a dans les quartiers qui viennent au service jeunesse ou dans les maisons de quartier, sont plus encadrés et ils traînent moins et puis ils se confient à nous aussi. Donc on connaît leurs bêtises, on sait quand ils viennent nous dire qu'ils ont fait ci ou ça, on le sait. Donc c'est un peu mieux, ouais. Moi je pense. Merci mademoiselle. Keltoum, on parle un petit peu de Bar Academy. Oui, juste avant, je voudrais juste, Sylvain nous a parlé de son titre champion de France 2009 qu'il remet en jeu. Moi je voulais savoir combien il y avait de compétitions nationales et internationales. Comment ça se fait? Est-ce que vous voyagez souvent? Ok, alors en fait souvent c'est des marques qui subventionnent les compétitions, voilà, qui mettent un peu d'argent. Donc en France c'est pas encore très développé. Bon, il y a les championnats de France. Il y en a en compétition internationale aussi. Ouais, il y a quand même une grosse compétition. En principe quand c'est à Paris ça se passe au Réservoir, donc c'est une salle de concert un peu connue. Les demi-finales du championnat de France, c'est le 24 octobre, pour ceux que ça intéresse, et l'avant-dernier dimanche de novembre, les finales. Donc ça se passe le soir, c'est entrée libre, tout le monde peut venir. 16 rue de la Forge Royale, dans le 11e à Paris. Voilà, au Réservoir. Est-ce que je peux demander à Raphaël, pourquoi vous êtes juge maintenant? En fait, parce que je dû arrêter de jongler pour mon problème à la hanche. Et pour rester un petit peu dans le milieu, au moins je juge, je regarde. Mais c'est pas un peu frustrant? C'est très frustrant. Quand même. Mais c'est pire de pas être là. Bon, vous n'avez pas envie de temps en temps d'aller pousser le gars oui, toujours le même. Mais en même temps, on voyage plus et tout, donc c'est bien. Maintenant, au moins, on voyage un petit peu pour aller juger en compétition. C'est bien. Ouais. Moi, je voulais savoir aussi comment ça se passe entre vous. Est-ce qu'on se donne des tuyaux, des conseils, ou est-ce que c'est plutôt esprit de compétition, chacun garde ses secrets, ça se passe comment entre vous trois et peut-être d'autres En fait, on est jugé sur la créativité, l'originalité du flair. Donc ouais, quand on trouve un mouvement, on essaye de le garder, quoi. Après, on s'aide beaucoup. Entre nous, on va s'aider, mais pas sur des mouvements, en fait, sur d'autres trucs plus généraux, la construction de la routine, la musique, beaucoup. Et en fait, c'est un tout, hein, le spectacle. On est jugé sur l'aisance, sur la construction, la fluidité de la routine. Donc on fait toute la musique, tout, c'est bien calé. Ouais, l'interaction avec la musique, avec le public, tout ça, donc on peut se donner des conseils à ce niveau-là. Ouais. Après, pour ce qui est des figures et tout, c'est plus personnel, c'est bien comme ça, quoi. Il y a des jours où vous vous dites aujourd'hui j'étais nul? Ouais, c'est comme les sports, il y a des jours où on n'est pas dedans. Après, c'est dur en compétition parce que c'est un shot, ça dure 5 minutes. Si on rate, c'est frustrant, quoi. On s'est entraîné 15 jours pour une compète, c'est 5 minutes, si ça se passe pas bien, c'est raté. Bien sûr. Oui, j'ai des filles. Oui, oui, mais très peu. Ouais. Parce que c'est trop surtout sportif, à Las Vegas. Parce que c'est trop sportif, parce que. Bon, non, parce qu'elles font du saut en hauteur, de la course à pied, tout ça, mais je pense que ça fait mal un peu. La couture. Ouais. Non, il y a de la place pour une fille qui. Pour faire la cuisine, madame. J'ai dit la même chose. Parce qu'elle fait les ongles, madame. J'ai dit de la couture. J'ai dit pareil, mais c'est une blague. En fait, on parlait des blessures aussi tout à l'heure. Il y a les tendinites, mais on casse des bouteilles, on se coupe, on a toujours les mains, des bleus partout, voilà, c'est les dents qui volent, on a tous les dents cassées. Quand vous lancez une bouteille, vous la regardez. C'est vrai en plus. Moi aussi, lui. Non, c'est dangereux quand même. On se fait mal. C'est un vrai métier. Je veux dire, c'est. En fait, on s'entraîne avec des bouteilles en verre, donc quand ça casse. On va se couper un tendon une fois, ça va être normal et tout. Les filles, elles aiment moins ça quand ça. À un certain niveau, ça représente 5 heures à 6 heures par jour d'entraînement, tous les jours au quotidien. Attendez, cette école, elle accueille chaque année plusieurs centaines d'élèves? Oui. C'est un centre de formation en fait à la base. Là on passe à la Bar Academy. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé la Bar Academy. Qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est une société. C'est une société de conseil et de formation spécialisée dans les métiers du bar. Tu peux changer. C'est là où on travaille tous les trois, tout simplement. Donc à la base c'est une école où on forme des jeunes, mais surtout des professionnels. Et après, on travaille aussi pour les marques, on fait des soirées, on peut faire des mariages, on fait des soirées privées un petit peu. Il y en a beaucoup en France? D'écoles comme ça. Alors Bar Academy, là, c'est la seule à Paris. Après, on a quelques concurrents, on va pas citer. Mais il y en a à Lyon, il y en a dans le sud. On est 4, peut-être, je sais pas, 3, 4 écoles. Combien d'élèves? Plusieurs centaines. Chez nous, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur la plaquette, il y a marqué tout le matériel pédagogique est fourni sur place. Des bouteilles, des verres. Des bouteilles en plastique, des shakers. On s'entraîne avec des bouteilles en plastique. Des verres, des glaçons.
Des décapsuleurs, on utilise des décapsuleurs pour décapsuler. Vous n'avez jamais pensé à faire un film sur les débuts de quelqu'un, sur le moment où il reçoit tout sur la tête à chaque fois? S'il y a des bêtisiers, ouais, souvent. Il y a des vidéos, ouais, on va voir. Il faut absolument nous envoyer ça doit être très drôle, ça. Bon. Et est-ce qu'il y a eu un jour où vous vous êtes forcé à vous dépasser, c'est-à-dire que bon, vous avez des techniques, bon, est-ce qu'il y a un jour où vous vous dites, j'ai peut-être arrivé à faire ça, et puis bon, ça marche pas? Ça dépend de la construction, encore une fois, de la routine. Ça dépend du point de vue en fait du barman, parce qu'après on est tous des barman différents, on est super différents. On a tous une approche du passage sur scène qui est vachement différente en fait. Et pour certains, ça va être tout calé de A à Z jusqu'à la dernière seconde, et pour d'autres, ça va être calé les 2 premières minutes, et puis après, ça va être freestyle. Voilà. Ma question, je l'ai mal posée. Est-ce que vous arrivez encore, malgré toute votre technicité, à prendre des risques? Oui. Ah. En fait, pour gagner à un certain moment, quand il y a tous les meilleurs mondiaux, si on ne prend pas de risques, on ira nulle part, quoi. D'accord. C'est qu'il faut tout envoyer, ouais, si on veut être en finale. Je sais pas, on a des drops, c'est quand la bouteille tombe. Ouais. Après, ça t'enlève des points. Donc après, c'est mieux d'envoyer un peu plus pour remonter les points que tu as perdus avec des drops. Après, il y a des barman qui vont sécuriser, pas tout lâcher, ils feront moins d'erreurs, mais pour gagner contre les meilleurs, il faut tout envoyer de toute façon, il faut prendre des risques. Voilà. Bon. On va terminer l'émission avec vous. Juste avant, on va rejoindre quand même Philippe Bello et l'énigme du jour. Je suis le plus ancien monument de la ville, mais on me connaît peu, même si j'allais jusqu'au terme de Cluny. Ah oui, c'est les... Oui, c'est où l'eau arrivait, là. Non, je vois ce que vous... Mais je sais pas le nom. Ah, vous êtes des Chiroquois? Non. Non. Vous n'êtes pas des Chiroquois? Non. Alors, ça va peut-être pas vous parler. Ah oui, nous sommes Essoniens, mais pas Chiroquois. Ah. Donc ça vous parle pas. Les termes de Cluny? Je pensais peut-être au regard qui se trouve à différents endroits. Est-ce que ça amenait l'eau? Est-ce que c'était un support pour amener l'eau? Je sais pas. Ah, les termes de Cluny, oui. Alors, il y aurait des termes à Chilly? Non. On a sur la rue qui arrive du château d'eau. Les eaux de la Vanne. Ouais. Il y a des petites. Les eaux de la Vanne. Des petites constructions en pierre, mais je sais pas comment elles s'appellent. Les eaux de la Vanne. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle les regards là où on a dit passer l'eau. Il y avait les regards où passait l'eau? Une sorte de quoi? Une sorte d'aqueduc ou un truc comme ça? Oui. Et c'est à quel endroit? C'est avenue c'est rue de Launay. Construit au IIIe siècle, l'aqueduc est effectivement le plus ancien monument de la ville. Souvent ignoré même par ses propres voisins, car souterrain. Il captait les nombreuses sources et mares de la ville afin d'alimenter la capitale en eau et plus particulièrement les thermes de Cluny. Bien qu'effondré par endroits, l'antique monument continue d'alimenter des douves et la pièce d'eau de la mairie. 2 regards d'aqueduc, rue des Fiat et avenue Charles de Gaulle, permettent de le visiter et de le nettoyer. Allez, Gatoum. Oui, alors on va déjà souhaiter bonne chance à Sylvain pour sa remise en titre, de votre titre, la remise en jeu de votre titre, pardon. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Je crois que vous avez un projet tous les 3. Qu'est-ce que c'est? Là, en fait, ensemble, on ouvre un bar à Bastille. En fait, un concept original. On va travailler autour du Morito. C'est un cocktail qui marche bien en ce moment. Ah bah, il y en a plein. C'est le cocktail le plus vendu en ce moment. Celui à la fraise, il est génial. Morito à la fraise, Morito. Donc, on a vu la carte d'un mixologue français qui s'appelle Laurent Greco. Donc, il est avec nous aussi sur le projet. Là, il n'est pas là, mais il fait beaucoup de choses. On est 4. Parce que c'est moléculaire, un mixologue, je suis moléculaire, des choses très originales. Et donc ça ouvre rue Keller à Paris. 28. Au 28 rue Keller à Bastille. Il y a un site internet. C'est le 22 octobre. Voilà. Si vous voulez faire des cocktails, venez, on vous apprend à les faire. Ouais, et en plus on fait des formations pour le grand public. Donc Bar Academy, c'est plus destiné aux professionnels. Et au Morito Lab, vous pouvez venir, ça dure 1 heure, on vous apprend à faire 3 moritos.
Et c'est combien? C'est 30 € la formation. 25 €. 25 €. Eh ben c'est sympa. Bon, mais enfin pour en revenir à votre compétition, vous êtes confiant, Sylvain? Alors là j'étais blessé en fait, donc j'avais un problème, c'était plus dans la tête. Là ça va un peu mieux aujourd'hui, je vais me réentraîner. Ouais, et puis confiant. Ça va aller, ouais. Pour les demi-finales le 24, ouais, après les finales. Très rapidement, Jamel. Oui. Là, projet. Merci beaucoup de nous avoir invités. Les futurs projets, c'est voilà, un deuxième bar, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et on viendra. Raphaël? Moi, juste merci. On a passé un bon moment et on vous attend au 28 rue Keller. D'accord. Et vous continuez comme juge? Non, je continue en Mojito Lab. D'accord. Tous ceux qui veulent me voir un petit peu. Et vous allez moins voyager, hein? Beaucoup moins. Mais je vais faire voyager les gens. Continuez à sourire de toute façon et puis à profiter de la bonne humeur de tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Salut. À demain.